Ford adopte le standard de port de recharge de Tesla. Le monde des véhicules électriques est viré à l'envers. Voici un nouvel épisode de Plus de Village. Allons-y. Effectivement, Gabriel, c'est... Honnêtement, moi, je suis tombé de ma chaise quand ça a été annoncé cette semaine. Je t'en ai parlé vite sur le téléphone. J'ai dit, Gab. Au début, j'écoutais la conversation puis j'y croyais pas. Mais non, Ford et on va citer Jim Farley, qui est le président directeur général de Ford. Nous sommes commis à 100% au port NECS. C'est le nom de la norme, là, mais lire le port Tesla. Donc, c'est très intéressant. Ça va chambouler l'industrie. En Amérique du Nord, évidemment, on parle juste de l'Amérique du Nord ici. Là, ça concerne seulement ça. Mais avant qu'on entre plus en détail, un mot de notre commanditaire, JN Auto. Ce segment d'épisode vous est présenté par JN Auto, concessionnaire de véhicules électriques dans la région des Cantons de l'Est. JN Auto offre une énorme sélection de véhicules électriques, hybrides branchables, hybrides en stock. Ils offrent aussi la location à court terme de véhicules électriques pour en faire l'essai quelques jours et vous familiariser avec le modèle de vos rêves. Que ce soit pour acheter votre prochaine Tesla, Bolt, Mustang Mach-E, Kia V6, Ioniq 5 ou autre modèle de véhicule électrique, JN Auto est l'endroit de choix. Allez voir leur inventaire en concession sur la route 116 tout près de Richmond ou au jnauto.com. Lien dans la description. Merci beaucoup à JN Auto de supporter Plus de Millage. Avant de débuter, là, on va faire une petite histoire très rapide où il va manquer plein d'éléments, probablement des ports de recharge. Là, mais les ports de recharge qu'on a vus, Alex, en Amérique du Nord, c'est quoi? C'est le CHAdeMO, qui était comme le standard pour les premiers véhicules électriques japonais, qu'on voit encore sur certains modèles. Entre autres, le Outlander PHEV, même en Puis 2023. Ce qui reste des Leaf. Ce qui reste des Leaf aussi, ont des ports de recharge CHAdeMO. Ensuite, on avait le standard CCS, qui était comme le standard, disons, qui n'était pas propriétaire à aucun des constructeurs, et le standard NACS, qui était celui de Tesla. Mais ça, c'est la vérité juste pour l'Amérique du Nord, puisqu'en Europe, par loi, les gens sont obligés d'adopter un port standard qui est le CCS. Donc, les Tesla livrés aujourd'hui en Europe ont un port CCS. Et en Chine aussi, il y a un autre standard. Donc, tous les véhicules, y compris ceux de Tesla, sont obligés d'adopter ce standard-là. Donc, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on vit dans ce monde-là avec 2, 3, bon, CHAdeMO est évidemment là, sur le déclin, mais on a 3 ports de recharge, dont 2 principaux. Puis, il n'y a pas eu de résolution à cette guerre-là en Amérique du Nord parce qu'il n'y a pas de loi qui est passée pour imposer l'un type de standard ou l'autre. Fait que dis-nous un peu plus, Alex, peut-être sur les 2 standards qui nous intéressent. Ouais. Ben là, dans le fond, c'est juste un peu l'historique que tu as donné un certain historique, mais en 2012, lorsque la Tesla Model S a été lancée, ben, il y avait le port CCS, le standard n'était pas nécessairement finalisé, puis il n'y avait pas de véhicule qui en était équipé. Fait que Tesla a dit, ben là, ça nous prend comme une sorte de standard pour la première route transcontinentale avec des superchargers, ben ça prenait un port. Puis là, c'est là que probablement les ingénieurs de Tesla, c'est pas Elon Musk qui a inventé ça, là. Les ingénieurs de Tesla ont développé le port NECS. Il s'appelle maintenant NECS, ça a toujours été le connecteur Tesla, mais en réalité, la beauté de ce connecteur-là, c'est que dans le fond, les 2 pins de DC, ben, ils utilisent les 2 pins de courant continu. Donc, il est juste plus compact. En réalité, ce port-là est plus compact. Et lorsque Tesla aussi l'a renommé le port NECS et a donné et lorsque toute la documentation est devenue publique sur le site de Tesla, ben, on s'est rendu compte que peut fonctionner sur 1000 volts. Et aussi, ben, il n'y a pas besoin d'un câble refroidi au liquide, ce qui rend la fiabilité des bornes, ce qui augmente la fiabilité des bornes de façon significative. Dans le cas du port CCS, ben, dans le fond, c'est le port alternatif 1772, je me souviens plus genre des lettres, SAE, avec les 2 pins courant continu juste en dessous. Donc, c'est un système combiné de recharge, CCS, Combined Charging System. Donc, c'est un petit peu plus gros, ça nous rappelle une pompe à essence, mais c'est ce que le consortium de constructeurs qui n'étaient pas Tesla ont adopté en 2013, 2014, 2015. Ouais. Puis on s'entend que dans la réalité, là, utiliser le port NACS de Tesla, c'est beaucoup plus agréable, je trouve, que d'utiliser un chargeur CCS. Le port, là, ce qu'on déplace, le connecteur est beaucoup plus petit, il se tient bien dans la main, moins, je trouve, de gossage. C'est vraiment plus sans friction. Puis là, c'est sûr que ça vient avec ce que Tesla a intégré dans le sens où ton véhicule est déjà connecté avec ton compte de ta carte de crédit ou peu importe, puis ça se fait tout seul. Tu n'as pas aucune manipulation à faire pour le paiement. Là. Ça se fait tout seul. Mais là, je pense que Ford va permettre de faire ça un peu avec les ports Tesla. En fait, ils vont comme connecter leur véhicule, le réseau de recharge de Tesla avec l'application My Ford Pass ou quelque chose comme ça, puis permettre aux gens aussi de payer, en fait, directement là, en branchant le véhicule sans avoir à faire de processus de paiement supplémentaire. C'est ce qu'ils ont dit lorsqu'ils ont fait leur annonce conjointe là, sur un sorte de chat audio là, de Twitter, mais essentiellement, Tesla va donner le API, là, dans le fond.
va donner le code logiciel à Ford. Ford va l'intégrer dans Ford Pass. Ça va être intégré dans le système de navigation. Tesla va designer l'adapteur de NACS à CCS pour pouvoir se brancher sur un supercharger. Et selon ce qu'ils disent, évidemment, on va avoir plus de détails vers la fin de cette année et en début 2024, lorsque la fabrication et la vente de ces fameux connecteurs va s'initier. Ben, ce qu'ils veulent, c'est que ce soit une expérience similaire au Tesla Supercharger. Donc, tu arrives, tu branches ton véhicule, le branchement va identifier le véhicule avec la borne, ça va commencer à charger. Dans le fond, vous chargez de l'argent sur votre compte Ford Pass, tout ça. Et ça va être une expérience qui va être tout à fait sans friction, comme recharger une Tesla. À la fin, je trouve ça très intéressant. Puis là, Gab, la question où je t'apporte, c'est est-ce que tu penses que ça sonne le glas du port CCS en Amérique du Nord? Ben, j'ai réfléchi, puis des fois, j'essaie de quelqu'un de cartésien, de bien penser mes affaires, d'analyser, mais là, je vais être alarmiste, mais pas dans un sens négatif, là, mais moi, je pense que oui. Je pense que ça veut dire qu'en Amérique du Nord, tout le monde va passer à CCS. À partir du moment où il y a un des constructeurs, NACS, excuse-moi, à partir du moment où il y a un des constructeurs, disons, Legacy, qui décide de passer au standard de Tesla, il va y avoir une avalanche à partir de là, parce que là, tous les gens qui ont des Ford vont avoir Ford va avoir cet avantage compétitif-là sur ses compétiteurs. Puis là, ben, ce port-là, il est plus facile à utiliser, plus agréable. Fait que il y a sûrement des gens de marketing qui vont avoir des genres de réflexion de le port NACS est plus facile à utiliser pour les femmes, blablabla. Fait qu'on va l'avoir pour avoir plus de clients. Toutes ces réflexions-là, parfois un peu débiles, que je ne sanctionne pas nécessairement. Mais je pense que la conclusion de tout ça, c'est que dans 3 ans, tout le monde va soit avoir passé au port NACS ou avoir un plan pour passer au port NACS, puis que ça va percoler dans la chaîne de production des véhicules électriques des grands constructeurs nord-américains. Mais, je ne peux pas te dire pour les constructeurs coréens puis japonais qu'est-ce qui va se passer. Parce que les Japonais, ils savent que le Porsche Ademo, ça marche plus. Mais ils fabriquent encore des autos avec des Porsche Ademo dans certains cas spécifiquement. Fait que, est-ce qu'ils vont changer leur stratégie alors qu'ils l'ont pas changé devant une évidence encore plus évidente? Je sais pas. Mais je pense que pour les 3 constructeurs américains, fait que Stellantis, Ford, GM, ça sent bien. Ben Ford, on le sait. Je pense que les 2 autres vont suivre dans pas très long. Oui, je pense que tu as raison. Puis moi, je pense qu'on va vivre une sorte de... Là, je vais utiliser un terme anglais qui est comique. On va vivre une sorte de Dongle Town. Dongle Town, ça veut dire qu'on pendant peut-être 3, 4, 5 ans, il va y avoir plein de ports partout. Il va y avoir une multitude de bornes de recharge avec CCS. Il va en avoir avec NACS. Parce que là, des gens vont me dire, ouais, mais là, Alexandre, ça va juste être Tesla qui va faire des bornes. Ben non! Parce que si vous allez chercher le standard NACS sur le site de Tesla, qui est public, on peut même laisser un lien, ça explique aux fabricants de bornes comment fabriquer le port, comment le mouler, comment l'installer dans une borne, comment le brancher, comment le programmer. Fait qu'en réalité, tu pourrais avoir une borne de circuit électrique sur une borne ABB avec un port NACS. C'est ça la norme NACS, North American Changing Standard. À la fin, je ne suis pas en train de dire que c'est meilleur essentiellement, mais factuellement, ça semble c'est plus facile d'utilisation. Allez en essayer un si vous ne l'avez jamais essayé. Peut-être juste vous présenter au Supercharger, le mettre dans votre main. Même pas besoin de payer, là, il est là, c'est dans le trou. Là. Prenez-le dans votre main, là, puis il y a un bouton dessus. Puis quand vous appuyez sur le bouton, ça rouvre le port de recharge. Même dans les Ford, ils vont essayer d'intégrer ça avec leur véhicule en 2025. Ça va tout être standardisé. Mais à la fin, ça ne veut pas dire que Tesla va être le seul revendeur de recharge sur nos routes. Bien sûr que non, parce que c'est un standard que les autres devront adopter s'ils le veulent, et je crois que ça va arriver. Ouais, fait que je pense qu'on est d'accord essentiellement là-dessus. Mais là, ça me donne une idée, Alex, de vidéo qu'il faudrait qu'on fasse un jour. Oui. Parce que là, maintenant, il va y avoir des adapteurs, dans le fond, CCS à NACS. Tu m'en viens. Là, Ford va fournir des adapteurs NACS à CCS. Ouais. Mais là, mettons que tu fais NACS à CCS, CCS à NACS. Puis là, mettons que tu atteins le full donglage, puis qu'on en met genre 10 en ligne, est-ce que ça va fonctionner? J'ai vu. On demande la contribution de nos auditeurs pour faire cet essai-là un jour. Je vais essayer de trouver l'image parce que vous savez, dans l'État de New York, les superchargers ont maintenant un port CCS dans une genre de bloc intégré. Ils appellent ça le Magic Dock. Puis c'est quelque chose que je veux tester depuis très longtemps, mais c'est vraiment compliqué d'emmener une voiture de presse aux États-Unis. Fait que là, il faut que je trouve une voiture de location à l'aéroport qui n'est pas une Tesla pour pouvoir l'essayer. Puis là, c'est compliqué. En tout cas, je travaille là-dessus, ça va prendre quelques mois. Mais peu importe. J'ai vu des gens sur Twitter ou sur les réseaux sociaux faire la même chose. Ils ont leur port NACS, CCS que Tesla vend.
Puis là, ils ont branché le Magic Dot dedans. Fait que là, t'avais ça de long de part. Puis ça fonctionnait, c'est ça qui était drôle, parce que en réalité, c'est les mêmes pins. T'sais. En tout cas. Bref, il va falloir faire cette idée-là de vidéo un jour. Mais je pense que c'est intéressant parce que, comme je disais au début, ça revient au fait que c'est plus facile à utiliser. C'est préférable, je trouve, le port NACS. Je pense que ça va être bon pour tout le monde. Ça veut dire, par exemple, que si vous avez un véhicule aujourd'hui électrique, vous allez probablement finir par devoir vous acheter un adapteur NACS à CCS. Mais bon, je pense que même ceux pour les Tesla, c'est peut-être pas ceux vendus par Tesla, mais il y en a là, qui sont rendus plus très chers, là, qui sont plus disponibles. C'est un peu une histoire de faut que quelqu'un fasse l'ingénierie, puis après ça, il y a plein d'autres entreprises qui vont copier le produit puis le vendre. Là. Fait que c'est pas. Je serais pas trop stressé avec ça. Je pense que ça va être bon pour tout le monde. Je pense que généralement, quand on a des problèmes avec des bornes, il y a eu d'autres histoires, mais souvent, c'est le paiement qui fonctionne pas. Genre une borne Petro-Canada qui n'a pas de connexion 3G, puis là, t'es pas capable de payer, des histoires comme ça. Ça arrive des fois qu'on branche la borne puis elle fonctionne pas, ou avec des bornes du circuit Electrify Canada, les bornes topées à 32 kW parce qu'il y avait une surcharge, surchauffe du câble ou des à choses cause comme du ça. câble refroidi ou liquide. Exactement. Fait que là, on va pouvoir éliminer un certain nombre de ces problèmes-là juste en changeant le standard, mais aussi juste pour le paiement, là, puis l'intégration de tout le monde dans un standard qui est celui de Tesla, mais qui est ouvert. Je pense que ça va être une bonne chose. Oui. Puis aussi, à la fin, tu sais, on n'est pas, moi et Gabriel, fallait absolument que ça arrive, que ça soit le port Tesla. Moi, je pense que ce que je souhaitais, c'est qu'on décide sur un. Si on aurait choisi le CCS, ben on aurait choisi le CCS, puis Tesla, mettons, c'était peu probable que Tesla accepte parce que de leur côté, ils pensent que factuellement, le port NACS est meilleur. Mais mettons, supposons, le gouvernement américain aurait fait comme le gouvernement européen, vous dites non, c'est un port pour tout le monde, puis on aurait tombé sur CCS, on aurait fait le même podcast, on aurait dit hey, on a un port maintenant, ça va être plus simple. Sauf que toutes les débilités de 64 modes de paiement différents, puis 12 000 applications pour ouvrir les bornes, les réseaux, ça, je pense que ça aurait resté. Il va rester à voir comment que des réseaux comme Electrify Canada, Electrify America, le circuit électrique, dans le moyen terme, ça n'arrivera pas l'année prochaine, là, dans le moyen terme, 3, 4, 5 ans, vont s'adapter à ce changement-là si NACS devient le standard, ce qu'on croit, ce que l'industrie croit, ce que tous les gens qui gravitent dans l'industrie de l'automobile croient. On verra comment ça va s'intégrer, je ne sais pas. Ouais, puis je suis d'accord avec toi qu'il nous fallait un standard, puis après ça, oui, j'ai une préférence, mais j'aurais très bien accepté aussi l'autre option, disons, européenne de passer à CCS. Tu sais, la réalité, c'est que quand vous avez un appareil 110 volts puis vous le branchez dans une prise de courant, vous n'avez pas à vous demander si c'est le bon standard de prise. Puis est-ce que le standard de prise britannique qui inclut une fuse, une fuse, là, comment on appelle ça en français? Un fusible. Un fusible, bref. Est-ce que ce standard-là est supérieur? Selon certaines personnes, c'est le meilleur type de prise de courant, mais tu sais, c'est pas important. L'important, c'est qu'on a un standard nord-américain, qu'on est capable d'acheter des appareils puis de les brancher, puis que c'est simple. Puis on va tendre vers ça avec ce changement-là, on pense. C'est une bonne chose. Tu sais, à terme, Gabriel, les voitures électriques, à terme, que ce soit des Tesla, que ce soit des Ford, que ce soit des Stellantis, que ce soit n'importe quoi, des Volkswagen, c'est des appareils électroniques. C'est des appareils qui contiennent énormément d'énergie. C'est des appareils qui vont probablement avoir de la recharge bidirectionnelle pour les maisons. Il va falloir avoir un standard parce que ça n'aurait pas de bon sens que Tesla ne fait pas de recharge bidirectionnelle pour l'instant. Il y a juste Ford et Hyundai qui font ça. Surtout Ford, c'est le seul à intégrer ça, un circuit de maison. Avec une plug CCS. Fait que là, ça va changer. Puis est-ce qu'il est même. Parce que là, c'est ça qui va arriver, là, ceux qui ont F-150 qui se branchent sur leur maison. Là, il va y avoir un nouveau port qui va arriver. On va faire ça en ACS. Puis là, Tesla va avoir du bidirectionnel avec le Cybertruck. Ça va comme tout exploser, mais il fallait un standard. Puis là, on est dans les balbutiements de la transition énergétique. Fait que c'est comme le moment de le faire. Il fallait pas le faire comme Apple avec le port USB type C. Après 15 générations du iPhone, probablement qu'il n'y aura pas de port dessus. Je pense que faut peut-être adresser une des. Adresser, c'est pas un mot en français. Mais il faut peut-être répondre à une des problématiques que les gens aujourd'hui anticipent. Là. Si vous avez déjà un véhicule électrique avec un port CCS, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? On panique pas. On panique pas. Ça veut pas dire. Ça veut simplement dire que d'ici quelques années, là on parle pas de maintenant, d'ici quelques années, ça serait possible que vous ayez besoin de vous acheter un adapteur NACS à CCS si vous voulez avoir accès à l'ensemble des bornes de recharge, y compris le réseau de supercharger de Tesla. Puis je pense que les avantages dont vous allez bénéficier en ayant accès aux 12 000 superchargers de Tesla en Amérique du Nord largement compensent
la dépense que ça va représenter de payer peut-être 200$ pour un adapteur générique NACS à CCS. Là. Je dis un chiffre comme ça. Probablement que si vous achetez un adapteur chez votre fabricant, chez votre constructeur ou concessionnaire, ça va coûter plus cher que ça. Il va sûrement avoir des gens qui vont en vendre sur Amazon pour beaucoup moins cher. Mais bref, ne stressez pas avec ça. C'est un changement qui va arriver dans plusieurs années. Puis si vous attendez le moment où ces adapteurs-là sont disponibles sur le marché avec des tiers parties, ça va être à un prix raisonnable. Ça va vous donner beaucoup plus d'avantages que de désavantages. Ah, moi, c'est indéniable. Là. Quand ils pensent, peut-être tu regardes au Québec des routes comme l'autoroute 20 ou l'autoroute 40, ben, tu viens de doubler le nombre de bornes. Oui, essentiellement. Oui, les sites de Supercharger ont souvent, ils n'ont pas trois connecteurs. Là. Ils en ont 14, 15, 16, 17. Tu sais, oui, OK, il y a plus de Tesla sur la route, puis il y a un gros volume. Puis là, le monde va me dire, ouais, mais Alexandre, au Supercharger, ça va être l'enfer. Mais dans le même message, Tesla s'est commis à en construire encore plus. Tesla, dans les derniers 48 heures, a ouvert genre 4 Superchargers en Amérique du Nord. Tu sais, dans le fond, il faut que ça roule. Puis il faut que les autres embarquent aussi. Évidemment, en ce moment, les emplacements de Supercharger ont quelques bornes, mais il y a des endroits, par exemple, en Californie, où il y a des énormes stations avec plein de bornes. 40, 50 plugs, facile. Ouais. Ils vont simplement en ajouter. Là. Puis je veux dire, de toute façon, tous les fabricants, pas tous les fabricants, mais tous les réseaux de recharge électrique vont devoir ajouter des bornes dans les prochaines années. Fait qu'il ne faut pas stresser avec ça. Puis si on revient encore au fait que 90% des gens rechargent à la maison à peu près 90% du temps, ça ne sera pas un problème pour la plupart d'entre vous. Ça va juste vous donner plus de choix quand vous en avez besoin. Gab, ça fait le tour. Est-ce qu'on a d'autres nouvelles? On a-tu d'autres nouvelles? Pas grand-chose. Je pense pas que... Il n'y a rien de nouveau du côté de Tesla. La fin de la Bolt, mais ça, je pense qu'on en a... On a 3 vidéos là-dessus qui s'en viennent. Ouais. Exactement. Fait que non, pas grand-chose. Je pense que ça fait le tour. Ça fait le tour. Ben moi, j'ai une anecdote juste pour terminer. C'est quand même comique. Dans le fond, là, on fait le film, là, on est dimanche le 28 mai. Là, ce podcast-là, vous allez l'écouter peut-être 7 jours plus tard. Mais là, je vais aller retourner la Bolt chez GM. Puis évidemment, moi, j'habite dans une tour à condo à Toronto qui n'a pas de recharge là, niveau 2 ou même. Il n'y a même pas une prise 110 dans le stationnement souterrain. Fait que là, tu sais, j'ai dû dépendre de la recharge rapide et de la recharge niveau 2 dans les rues de Toronto. Puis j'ai assumé pour avoir habité au Québec toute ma vie, sauf depuis la dernière année, que, ben évidemment, ça va être comme à Montréal, là, il va y avoir des bornes flow là, dans la rue comme ça, puis clic, je vais me brancher 3-4 heures, puis elle va être pleine, la Bolt. Non. À Toronto, là, en Ontario, si tu veux charger ta voiture, il faut que tu aies une maison, il faut que tu aies une grosse maison, puis le recharge public, c'est des stationnements souterrains. Il faut que tu payes avant. Fait que là, charger une Bolt là, de, mettons, 10%, 80%, ça prend 1 heure, supposons, 50 minutes, mettons. Ben là, ça te coûte 30$ de parking, plus la recharge. Et là, j'étais là, au secours. Fait que, tu sais, on n'essaye pas de vous cacher les choses qui ne marchent pas, là. En Ontario, je ne dirais pas le mot parce que c'est pas correct, là, mais c'est de la M. De la grosse M. C'est tout ce que j'ai à dire. Au secours. Je pense que ça nous amène au point où est-ce que pour les nouvelles constructions d'immeubles à logement, il faut qu'il y ait au minimum un standard d'avoir une prise 110, mais idéalement qu'il y ait le filage passé pour une prise 240 volts à proximité de chaque espace de stationnement, ou une pour 2 espaces de stationnement, peu importe, là, ce serait quoi le standard à définir. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on construit des immeubles à condos puis à condos locatifs avec pas de provision pour assurer la recharge des véhicules électriques. Ça n'a pas de bon sens. Qui vont être le standard. 100% des véhicules vendus en 2035 vont devoir être électriques. Donc, effectivement, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. sens. Le sujet, je pense, d'un autre podcast. Ah oui, je te dis, Gab, c'était fou, là. Tu sais, genre, j'essaie une borne de recharge rapide, une borne de niveau 2 dans un stationnement souterrain. Le seul endroit que j'en ai trouvé, c'est à 10 minutes de chez moi, dans le stationnement d'une épicerie métro. Là, tu payes à l'horodateur peut-être 2$ de l'heure, puis après ça, tu payes la borne peut-être 1 ou 2$ de l'heure. Mais ça finit que, oubliez ça, là. Au Québec, je crois que nous sommes très, très chanceux. Je parle toujours au Québec parce que ça reste que je suis un Québécois. Au Québec, je pense que l'infrastructure de recharge n'est peut-être pas celle de la Norvège, de la France ou de l'Allemagne, mais on est très, très proche. Puis c'est très facile de trouver une borne, que ce soit niveau 2, recharge rapide. Elle sera peut-être pas super vite au Québec, mais au moins, vous allez pouvoir recharger votre véhicule quand vous allez faire vos emplettes, magasiner, tout ça. En Ontario, là, je veux dire, ça l'a. Sur les autoroutes, ça a bien du sens. Aussitôt que tu rentres dans une ville, c'est horrible. Tu ne peux pas charger une voiture. À moins que tu veux payer 60$ pour faire un 10%, 80%. Ça te tente, là. Mais ça n'a aucun aspect économique. Puis dans le fond, ça sert à quoi?
Les Tesla, c'est le même cas dans les stationnements souterrains parce qu'ils ont des superchargers, mais ça prend 15 minutes à recharger la voiture. Fait que là, ça coûte moins cher. Mais en tout cas, une autre histoire. C'est une autre histoire. Imagine, on pourrait faire un test en Alberta un jour, voir comment ça se passe. Sur Non, ce, ça marche pas. Alex, je pense qu'on Merci. se dit à la prochaine.